Bonjour, je suis le docteur Fabienne Bouzon, je suis praticien hospitalier au CHU de Besançon. Je partage mon activité entre le service de maladies infectieuses et tropicales et le CPIAS Bourgogne-Franche-Comté. À l'initiative du docteur Duong, qui est infectiologue au CHU de Dijon, des sessions d'information destinées aux parents concernant la campagne de vaccination contre HPV en milieu scolaire ont été proposées en partenariat avec des professionnels de l'ARS et de l'éducation nationale. Donc des visios avec la plateforme Teams ont été mises en route depuis le 21 septembre 2023. Il y a eu en tout 4 visios de proposés. Ma présentation va se limiter essentiellement à la description de ce que sont les HPV, de leur pouvoir pathogène et de la prévention, entre autres, via la vaccination. Qu'est-ce que ça veut dire que HPV? Alors, ça fait très bien de parler anglais, donc on parle de Human Papillomavirus, mais en fait, ce sont tout simplement des virus papillomateux humains. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça comporte plus de 120 génotypes, c'est-à-dire 120 types différents, qui ont chacun un tropisme épithélial particulier, c'est-à-dire une sensibilité, un affect pour aller vers les épithéliums cutanés ou muqueux. Ce sont des virus très résistants et qui peuvent survivre plusieurs heures sur des surfaces. Donc on peut être contaminé par contact direct, mais aussi indirect par l'intermédiaire d'objets souillés. Alors certains HPV sont responsables de lésions bénignes de la peau ou des muqueuses, ce qu'on appelle les HPV à bas risque, classiquement les verrues vulgaires, mais aussi les maladies condylomateuses, les fameuses lésions crête de coque, qui sont donc à aucun risque d'évolution vers des formes néoplasiques. Et puis vous avez des HPV à haut risque qui peuvent être associés à certains cancers cutanés ou muqueux. HPV à tropisme muqueux se sont le plus souvent transmis lors de relations sexuelles, qu'elles soient homo- ou hétérosexuelles, sans qu'il y ait forcément pénétration. C'est une des infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes. 70 à 80% des hommes et des femmes qui sont sexuellement actifs contracteront une infection à HPV au moins une fois au cours de leur vie. Chaque année, on dénombre en France plus de 6400 nouveaux cas de cancer causés par les papillomavirus. Alors, essentiellement des cancers gynécologiques chez la femme, donc le cancer du col de l'utérus, mais aussi des lésions autres, donc des néoplasies anales, vulvaires, vaginales et des néoplasies des voies aériennes supérieures. Près d'un tiers de ces nouveaux cancers affectent aussi des hommes, avec des cancers du pénis, de l'anus là aussi, et des voies aériennes digestives supérieures. Comment ça évolue? En fait, quand on a contracté un HPV, le plus souvent, on est bien fait, on va s'en débarrasser. On peut mettre un certain temps, mais dans 90% des cas, l'organisme est bien fait et va clairer, se débarrasser de ce virus. Dans 10% des cas, eh ben, c'est plus difficile et le virus reste présent au sein des muqueuses. On parle d'infection initiale à papillomavirus et évolue au fil du temps, en fait, plus ça va rester, puis il peut y avoir des petites lésions, qu'on va dire des lésions de bas grade, qui quand même dans 80% des cas peuvent régresser, mais plus on va avancer dans le temps, dans la présence de ces virus, plus ça va être difficile de l'éliminer et plus on va évoluer vers des lésions qu'on va appeler précancéreuses, puis malheureusement plusieurs années après, vers des lésions invasives cancéreuses. Donc ça met quand même du temps avant que les lésions cancéreuses n'apparaissent. Alors cette physiopathologie qui est essentiellement décrite chez le cancer de l'utérus, on peut l'adapter aussi pour les cancers anaux, voire pour les cancers ORL. Selon un dernier article récemment paru, près d'un tiers des hommes dans le monde sont infectés par au moins un type d'HPV génital et environ un cinquième des hommes sont infectés par un ou plusieurs types à haut risque d'HPV. Donc la prévalence de l'HPV est élevée chez les hommes de plus de 15 ans et confirme que les hommes sexuellement actifs, quel que soit leur âge, constituent un important réservoir d'infections génitales à HPV. Donc la vaccination anti-HPV, elle est indiquée dans la prévention des lésions précancéreuses et des cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus, dus aux HPV contenus dans le vaccin. Donc vous avez vous rappelez, il y a 120 types, donc on n'a pas 120 génotypes dans le vaccin. On a dans les numéros que vous voyez sur la droite, les génotypes pour lesquels le risque d'évolution vers un cancer est le plus important.
Il y a donc aussi, une protection contre des verrues génitales, parce que c'est jamais très agréable d'avoir des condylomes acuminés, même si ça n'évolue pas vers les lésions précancéreuses. C'est quand même esthétiquement difficile à supporter et ça nécessite des gestes, d'excision, qui sont pas toujours très agréables, qui sont dus donc au type 6 et 11. La vaccination contre les infections HPV, elle est également recommandée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et ça jusqu'à l'âge de 26 ans, concernant la recommandation vaccinale. Alors, la vaccination est inscrite au calendrier vaccinal, à la fois pour les garçons et pour les filles. Il est vrai qu'on vaccinait, auparavant essentiellement les jeunes filles à partir de l'âge de 11 ans à 14 ans, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans. Dorénavant, depuis, 2021, les garçons sont aussi, ciblés par cette, campagne de vaccination, puisque vous l'avez bien compris, ils sont possiblement vecteurs et transmetteurs de ces, virus à haut pouvoir, pathogène. Donc on ne prend pas en compte le début de la vie sexuelle. Ça, je vais vous en parler après, parce que certains parents se posent la question de pourquoi vacciner si tôt. Donc les modalités, 2 doses sont proposées entre 11 et 14 ans et 3 doses au-delà de 15 ans et jusqu'à 19 ans révolus. Alors le principe du vaccin, on parle de vaccin à protéines recombinantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le virus HPV, il n'a pas de limite propre, il n'a pas d'enveloppe, mais il est quand même limité par ce qu'on appelle une coque de protéines qui entoure le matériel génétique qui sert à la production du virus. Et donc sur cette coque de protéines, il y a une protéine particulière de surface qu'on appelle la protéine HPVL1 de surface. Donc le but, c'est de prendre un petit fragment de l'ADN qui contient ce gène qui va coder cette protéine et de la mettre dans un bouillon de culture. Donc classiquement, ce sont des levures. Alors, il n'y a pas d'ADN, on a juste la protéine qui va être mise dans un milieu de culture. Pardon. Et donc, on va avoir plein de petites protéines HPLV-L1 qui vont s'assembler. Et elles s'assemblent en capsides virales vides, on parle de pseudo-particules virales. Et c'est ça qu'on va administrer. Donc il n'y a pas de pouvoir pathogène, il n'y a pas de pouvoir de reproduction, on inocule que l'enveloppe, une partie de l'enveloppe de la protéine de surface. Et bien évidemment, quand on injecte cette enveloppe, eh bien, vous allez créer des anticorps contre cette enveloppe. Et ça, la prochaine fois que vous êtes en contact avec un virus qui contient cette protéine de l'enveloppe, eh bien vous détruisez automatiquement le virus. Alors oui, ce sont des vaccins qui sont adjuvantés par du sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium pour pouvoir stabiliser ces pseudo-particules virales. Alors, un petit rappel de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, l'Australie a depuis très très longtemps mis en place la vaccination contre HPV, puisque en 2007 c'était pour les jeunes filles, en 2013 pour les garçons. La vaccination est gratuite. La couverture vaccinale est élevée, puisque chez les plus jeunes on est à plus de 80%. Alors, il y a eu des études pour évaluer l'impact de ces recommandations vaccinales dans la population, et en particulier chez les jeunes filles de 18 à 24 ans. La prévalence des HPV 6, 11, 16, 18, donc avant la campagne et puis après le début de la campagne de vaccination. Alors on peut faire tout ce qu'on veut dire aux chiffres, mais ce qu'on constate, c'est que quand même, il y a une chute très importante de la prévalence des infections, ce qui ne veut pas dire cancer, hein, pour le moment on parle d'infections à HPV, chez des jeunes femmes australiennes de 18 à 24 ans entre le début et en 2015. Donc avant la mise en place de la vaccination et depuis la mise en place de la vaccination. Alors difficile de voir encore l'impact sur les cancers, puisque vous avez vu que l'histoire du virus, c'est que plus on va rester, plus le virus va être présent, moins on va avoir plus on va avoir de difficultés à le clairer, à l'éliminer, plus il va rester, plus il peut évoluer vers des néoplasies, et les cancers, ça peut parfois mettre 10-12 ans avant d'apparaître. Donc on n'est pas encore dans ce délai de 10-12 ans, voyons voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, la présence de l'HPV a fortement diminué grâce à cette vaccination. Alors pourquoi faire aussitôt? Les études, là encore, ont montré qu'il y avait une meilleure réponse vaccinale plus tôt on était vacciné. Si on regarde la courbe, vous avez les non vaccinés, avec un risque d'incidence cumulée du cancer cervical invasif, donc essentiellement encore le cancer cervical, donc du col de l'utérus. Et puis en bleu, ceux qui ont été vaccinés entre 17 et 30 ans, donc c'est moins important, mais on voit bien que donc la courbe verte,
ils ont été vaccinés plus tôt et donc l'incidence cumulée est quasiment à zéro. Donc on réduit le risque de cancer du col chez les vaccinés de façon plus importante à partir du moment où la vaccination est initiée le plus jeune. Alors c'est un enjeu de santé publique. En France actuellement, fin 2022, 42 des jeunes filles avaient un schéma complet à 16 ans, contre 8,5 des jeunes garçons, mais c'est vrai que la campagne de vaccination chez les garçons est relativement récente. Donc c'est une couverture vaccinale HPV française qui est encore loin des objectifs nationaux européens et mondiaux. Je vous ai mis les pourcentages de certains de nos pays voisins. On est à 89 au Portugal et en Angleterre, on voit même qu'on fait de la pub dans le métro londonien concernant cette campagne de vaccination, concernant l'intérêt et les bienfaits de la campagne de vaccination contre le col de l'utérus. Alors, ça n'empêche pas que la vaccination ne suffit pas et que pour dépister, il faut aussi avoir régulièrement des frottis parce qu'il y a toujours malheureusement des trous dans la raquette et on protège contre un certain nombre de virus HPV à risque oncogène, donc à risque de cancer. C'est les plus courants, mais il peut y en avoir aussi qui ne sont pas inclus dans le virus, dans le vaccin, pardon, et qui peuvent avoir un risque oncogène. Mais on sait quand même que là, on protège 95% des formes les plus à risque d'évolution vers un cancer. Concernant les effets indésirables, parce que c'est toujours la grande question, bien évidemment, à partir du moment où on prend un traitement, à partir du moment où on a une vaccination, il peut y avoir en effet des effets indésirables. Classiquement, ce sont des réactions au site d'injection, rougeur, douleur et inflammation, possiblement de façon un petit peu plus importante que la plupart des autres vaccins. Il peut y avoir une douleur au point d'injection, des maux de tête, parfois des sensations de malaise généraux, ce qui justifie comme n'importe quelle vaccination d'ailleurs, d'avoir une petite surveillance, une petite quinzaine de minutes après l'administration de ces vaccins. Aucune augmentation des risques d'apparition de maladies auto-immunes chez les personnes qui ont été vaccinées contre les infections HPV, en tout cas, n'ont été signalées. Concernant les rares cas de syndrome de Guillain-Barré qui ont été rapportés après l'utilisation de ces vaccins, c'est ce risque de l'ordre 1 à 2 cas supplémentaires de syndrome de Guillain-Barré pour 100 000 jeunes filles vaccinées. Il faut savoir que le syndrome de Guillain-Barré, c'est quelque chose qui arrive malheureusement de façon classique aussi avec n'importe quelle infection, quelle qu'elle soit, une infection virale, une infection grippale, une infection autre. Il peut y avoir une réaction en fait, de paralysie progressive qui commence par le bas et qui monte et qui redescend, donc c'est pas très agréable, avec un risque non négligeable quand on atteint les muscles respiratoires. Donc c'est quelque chose qui est connu, qui existe de façon physiopathologique avec n'importe quelle infection. Donc à partir du moment où on vaccine, bien évidemment, on stimule un système immunitaire, donc le risque n'est jamais zéro, mais voilà, c'est 1 à 2 cas supplémentaires de syndrome pour 100 000 jeunes filles vaccinées. Donc il y a besoin d'autres études pour confirmer ça. Aucune étude pour le moment dans le monde n'a retrouvé un tel surrisque à ce jour. Alors, comment est-ce qu'on surveille? Parce qu'avant de mettre un vaccin sur le marché, en sachant que ce n'est pas que spécifique au vaccin HPV, quels que soient les vaccins, il y a des données d'essais cliniques. On commence avec un petit pool de sujets pour voir la toxicité potentiellement de ce vaccin, puis ensuite on étend la cohorte de personnes vaccinées pour voir la posologie qui va être la meilleure adaptée, la pharmacocinétique, et puis ensuite sur des milliers pour voir l'efficacité réelle, la tolérance, sur des essais contrôlés contre placebo, c'est-à-dire contre l'absence de traitement ou de vaccin. Et puis après, sur des millions, on surveille quand même pour voir éventuellement des réactions à distance. Donc il y a eu plus de 500 millions de doses de vaccins HPV distribuées dans le monde et depuis 2006, donc, il y a une autorisation de mise sur le marché en Europe et aux USA. En 2015, déjà, l'OMS recommandait la vaccination pour les fillettes âgées de 9 à 13 ans. Pour elles, c'était la mesure de santé publique ayant le meilleur rapport coût-efficacité contre le cancer du col de l'utérus dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre ce cancer. On parle de vaccins contre le cancer. Alors, les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où on a malheureusement plus de 85% des décès dus au cancer du col de l'utérus, peuvent bénéficier tout particulièrement de ce vaccin. Fin 2015, il y avait plus de 60 pays qui avaient introduit des programmes nationaux de vaccination contre le HPV et d'autres qui étaient en tout cas en prévision de programmes pilotes ou de démonstration. Donc on a de nombreux pays qui ont atteint de bons résultats, comme le Rwanda et la Malaisie, qui affichent une couverture supérieure à 85% dans la population scolarisée. Les objectifs pour 2023, c'est de tenter d'obtenir une couverture vaccinale de 90% chez les adolescents garçons et filles d'ici 2030.
En France, 16 ans après l'introduction du vaccin, la couverture vaccinale est trop insuffisante pour espérer avoir un impact sur l'incidence des lésions génitales HPV. Il faudrait au moins une couverture vaccinale minimale de 70% permettrait d'éviter plus de 1500 nouveaux cancers et 600 décès annuels. Alors, pour répondre à la question de certains parents qui disent: «Mais moi, j'ai encore besoin de temps de réfléchir, est-ce que c'est mal si je ne le fais pas maintenant?» Mais bien sûr, il n'y a aucune pression. Voilà, vous avez l'information, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui peut avoir un impact, bien évidemment. Bien évidemment, il y en a aussi qui vont clairer sans aucun problème, puisque 90% vont clairer, mais il reste ces 10%, et c'est non négligeable au vu du nombre de cancers que l'on peut relater chez nous en France par an. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre écoute.